qu'à la fin, Nicolas faisait un regard éthique sur tout ce qui est en train de se dire, et tout ce qui va se dire sur le big data. Il y a un vrai regard à poser. Nicolas, c'est pour ça que je lui demanderai d'intervenir à la fin. Juste à côté, on l'appelle Captain Dash, on l'appelle le Digital Champion de la France, Gilles Babinet, qu'on est bien content d'avoir avec nous, qui est vraiment un spécialiste du big data. Alors lui, regardez-le bien, hein, vous n'allez pas le voir souvent, il est très recherché cet homme-là, donc j'espère que personne ne sait qu'il est vraiment ici. C'est un hacker qui a travaillé avec Julian Assange, mais c'est vrai, hein, il ne vous donnera pas son 06, il ne vous donnera pas son mail, donc on essaye de le protéger un peu, mais on sera très très heureux de l'entendre sur ce thème qu'on aborde, sur le big data, et le respect de nos libertés individuelles et collectives, et ses droits de l'homme, et il a beaucoup de choses à nous raconter. Et puis juste à côté de moi, Carlos Moreira, alors lui qui est un expert, alors qui a travaillé pour beaucoup de grandes organisations comme l'ONU, l'OMC, la Banque mondiale, et qui est un expert de la sécurisation des bases de données. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner à chacun la parole 5 minutes, et pas plus. C'est clair 5 minutes, parce qu'après j'aimerais vraiment qu'on ait un vrai débat. J'ai beaucoup de questions à vous poser. En guise d'introduction, et je vais prévenir Gilles que c'est lui qui aura la parole en premier en même temps, je vais vous citer un académicien français, Eric Orsena, qui a préfacé le livre de Gilles Babinet que vous trouverez à la librairie, Big Data, Penser l'homme et le monde autrement. Et voilà ce que nous dit Eric Orsena, de son point de vue, donc d'écrivain, d'académicien, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Eric Orsena. Big Data ou Big Brother? Big Data et Big Brother. Il y a quelque temps, la science-fiction nous faisait frémir en annonçant un âge où les ordinateurs domineraient les humains. Aujourd'hui, la menace est précise. Les données ont-elles pris le contrôle de nos vies? Désormais, nous sommes suivis, pistés, démasqués, mis en catégorie, enregistrés. À chacune de nos innombrables connexions quotidiennes, nous dévoilons un peu plus de notre intimité. On sait tout de nous, de nos préférences, de nos espoirs, de nos petites manies inavouables. Mais qu'en est-il de nos droits, à commencer par deux d'entre eux, le droit à l'ombre et le droit à l'oubli? Comment vivre sous ce projecteur perpétuel? Que fait-on de toutes ces informations qui nous ont été volées? Et qui les rassemble et qui décide un beau jour, une sale nuit, de les utiliser? Je vois que ça lançait bien le débat, Gilles, et donc je te demandais d'enchaîner avec Eric Orsena. Difficile. Merci, je suis très heureux d'être là. On passe des moments extraordinaires dans ce cénacle. Je me suis intéressé à la donnée depuis maintenant quelques années, et notamment parce que j'ai eu des fonctions publiques au sein du Conseil national du numérique, et qu'il était nécessaire que je sois capable de me former une doctrine à l'égard de ces sujets. Alors, la donnée, c'est quoi? C'est finalement un petit peu la matière brute de la révolution économique, industrielle, sociétale que l'on est en train de traverser. Vous avez tous entendu parler, le chiffre a été réactualisé récemment, qui explique que finalement, si on prend cette donnée brute, au travers des 18 derniers mois, on a créé autant de données que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc l'exponentiel est en train d'accélérer encore, et évidemment, ces données sont de plus en plus capables de nous représenter, d'exprimer ce que nous faisons avec un niveau de détail qui va croissant. Alors, le sujet finalement, c'est, je crois, pour moi en tout cas, d'éviter la posture manichéenne. C'est-à-dire de ne pas se mettre ni dans le camp des GAFA qui auront tendance à dire qu'il n'y a aucun problème, qu'évidemment c'est merveilleux de pouvoir utiliser toutes ces données, ni de l'autre côté dans le camp de ceux qui vont, et d'ailleurs qui ont souvent des comportements schizophrènes, certains d'entre nous le font, dire que tout ça est extrêmement dangereux et qu'il faut qu'on arrête tout, en même temps qu'ils tweetent sur leur téléphone portable. Et c'est compliqué parce que je crois que c'est là où il faut faire le pari de l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'élever le débat et de ciseler les postures qui créent des frontières dans des univers dans lesquels on n'est pas forcément à l'aise. Alors, il y a des sujets de liberté publique qui sont tout à fait importants,
et les sujets éthiques qui ont été évoqués à maintes reprises ici. Et encore une fois, on est très souvent dans l'inconnu. Je crois que pour moi, le point nodal de tout ça, c'est finalement d'accepter une notion qui, je crois, est difficile à récuser, c'est de dire qu'on a besoin de cette révolution industrielle, tout simplement parce qu'on a des enjeux absolument incroyables à relever en matière d'environnement, en matière de démographie, et que c'est assez difficile pour moi de dire de but en blanc, on peut se passer de toutes ces technologies. Donc on en a besoin pour pouvoir résoudre des problèmes qui ont été encore une fois souvent évoqués ici, mais je dirais que ça n'est pas un chèque en blanc, il y a des réserves à avoir à l'égard de ça qui sont extrêmement importantes. Je pense qu'on peut rapidement évoquer ces réserves sur 2 ou 3 champs. Le premier, c'est la notion de libre arbitre. Je crois que, évidemment, c'est le propre de l'intelligence artificielle, mais je voudrais aussi souligner le fait que c'est une rupture à laquelle l'humanité n'a jamais fait face. Il y a 2 ans de ça, on avait avec Nicolas Buter un débat très intéressant sur ce sujet, et on convenait du fait que, en gros, on peut considérer que l'humanité a vécu 3 phases anthropologiques. La première, c'est moi ce que j'appelle la phase transcendante, c'est-à-dire ce qui est avant l'humanité historique, avant Sumer, où finalement la dialectique n'était pas encore présente, on était beaucoup plus en relation avec la nature qu'avec les autres. Puis après, il y a l'organisation sociale qui a défini l'école et qui nous a privé d'énormément de liberté pour pouvoir nous permettre de fonctionner ensemble. Et là, nous arrivons à une 3e phase où on interagit plus avec la machine qu'avec nos pairs, les humains. 2 minutes. Et merci. Et c'est une concession sur notre liberté qui est probablement beaucoup plus importante que le totalitarisme que pourraient nous imposer les États. Je sais que ça peut paraître presque scandaleux d'affirmer ça, mais finalement, quand vous acceptez de parler ensemble le même langage, anglais ou français, pour pouvoir communiquer, vous faites une concession très importante sur votre liberté, puisque vous acceptez de conformer votre réalité du monde à ce que le langage vous permette de conceptualiser. Et le numérique fait ça à une échelle qui est bien supérieure. Donc pour moi, ça c'est la première perte de liberté. La deuxième perte de liberté, c'est l'évolution du consensus éthique au travers de l'émergence de ces technologies. Vous acceptez d'avoir des niveaux de transparence, d'exposer vos vies de façon extrêmement importante. Puis la troisième perte de liberté, c'est la perte arbitraire. C'est le fait d'avoir, soit parce qu'il y a des fuites de données, soit parce qu'il y a des États qui ont décidé de vous martyriser, l'utilisation inappropriée de ces données de cette façon-là. Et ça, je crois que ce sont 3 champs qui permettent de structurer la réflexion autour des données. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir réellement une réflexion très forte, en particulier en Europe, parce que je pense que finalement l'histoire et le futur de l'Europe, c'est d'être capable d'avoir une pensée forte à cet égard, parce que ça nous permettrait d'éviter de rentrer de façon passive dans une logique de transhumanisme et de favoriser l'émergence de ce que je souhaite de tout cœur, c'est une pensée et une culture hyper humaniste. Je vous remercie. Merci. Très très belle introduction. Alors, Martin Lamarre, il est membre du Chaos Computer Club allemand, dont il a été l'un des dirigeants ainsi que le porte-parole. Il a créé une ONG qui se bat pour le respect des droits de l'homme à l'ère numérique. C'est un spécialiste de la surveillance dans le domaine des télécommunications. Il s'occupe également de cryptographie. Et puis il a commis ce livre donc, qui est en vente à la librairie avec Julien Assange, Menaces sur nos libertés, comment Internet nous espionne et comment résister. Et je vais vous lire les premiers mots qui sont de Julien Assange qui signe notamment l'introduction du livre et qui dit ceci. Ce livre n'est pas un manifeste. Il n'y a plus de temps pour cela. Ce livre est un cri d'alarme. Le monde n'est pas simplement en train de dériver vers une dystopie transnationale sans précédent, il s'y précipite. Hors des milieux qui s'occupent de la sécurité nationale, cette situation n'a pas été pleinement perçue, occultée par le secret, la complexité et l'ampleur qui la caractérise. Internet, le meilleur de nos instruments d'émancipation,
est devenu le plus redoutable auxiliaire du totalitarisme qu'on ait jamais connu. Internet est une menace pour l'humanité. Andy. Thank you. Yes, I'm going to speak in English, and I thought that I need to make a little disclaimer at the beginning, as the previous discussions, and I like the positive attitude of the conference as such, but we can't pretend that we can discuss the benefits of technology without looking at the state of the world. So, look, we haven't overcome capitalism yet, at least last time I was out there in this thing called reality. We are actually maybe, I mean, we could say, look, there wasn't everything bad in capitalism and we're glad it's over, but there's still some end fights in there, right? We haven't achieved world peace, and artificial intelligence is not without military applications. So, and also, we can ask ourselves, what about the intentions of the people out there? What was the intention of the guy developing the drone that automatically kills people in Afghanistan right now? Maybe he was just thinking about feeding his family. So, that was his best intention. Maybe he even thought that he would serve world peace to make the world a better place with that military application. But I just want to, we have to be a little bit down to earth to know what we're talking about. I have 7 small aspects I want to give you as food for thought on the area of technology, big data, and what they call that. The first aspect is ownership. Ownership is not only about who owns the device that you buy. For example, you might buy this funny electric little robot that cleans your floor. It's a vacuum cleaner. But someone has built in a function, as we just heard from the developer of that company, that will measure your apartment and send those measurements together with what you found in the traces of your floor to some companies analyzing it. And the good news is the machine will get cheaper. Okay? So it will be subventioned by the data itself, and so to improve the quality of your profile and what they know about you. But in the hacker world, we actually use the word ownership slightly different even. We say when we hack into a machine and we're able to control it, that we own it, okay? So you still own that piece of metal and plastic and electronics, but we own what the thing does. And actually, as you know, there's quite some technology out there that you get for free, where actually free means you are not the actually customer, you're the product, so you're being sold. And there's all kinds of aspects where the question of ownership will become very, very critical. And one of those aspects is the algorithms. So I'm not there with artificial intelligence, but obviously there's algorithms who decide based on the data they have about you, about what you can do, what you can buy, how much you can buy, what about your credit card rating, what about your health insurance, what about your car insurance, and all those kind of things. And these algorithms become more and more an issue for everybody's life. But there's not even a governmental institution yet. We do have data privacy commissioners, but where's the algorithm watchers? And where is the right of the human being to know what algorithm, based on what information made the decision? So we urgently need some human rights here for the individual to get the transparency about what he is being judged about and how. And also, actually, there might be regulatory issues that come into the game, because obviously we can't leave this to global players. If we leave the housing market to Airbnb, we might have no more apartments affordable for students or whatever. We might, the world might be a different one. Third aspect is perception. Perception is about human being, how they watch and how they feel and what they think about technology. So if we talk about artificial intelligence, machines becoming human, and the question of do I live with my refrigerator or with my dishwasher or with a robot or whatever, the thing is that unfortunately human beings have respect even to machines. And that shouldn't be that way. It should be the other way around. Machines should have respect for the human being. But the thing is that people, if they hear artificial intelligence, say, wow, this thing might be smarter than I am, and they might give up their own choices
to something, and that's very human, okay? Unfortunately, it's also very human if you look at German history, and I'm coming from that funny little country. What you can make wrong when you give up your choices to others, and you comply with the rules, and you comply with the environment, and well, I guess you know what. So the fourth aspect is predictability. Predictability means if I have enough data about you, and if I take your the Facebook database that was created by you, you might want to have a look at the database structure. So there's a website called Europe versus Facebook. These are people who sued Facebook to get the data Facebook had about them, and they got the database structure. So the term that Facebook uses for its users is target. So that's of course not information warfare, that's a marketing term. But in this database, you will see fields that measure every amount of seconds you watch at an image, the choices you had, the movements you made, the decisions you made, your friends' ratings on this and that, and so on. So it's a quite complex thing. But it means that your behavior becomes, and that's where artificial intelligence comes in the game, because it's so much data, you become predictable. Your decisions become predictable based on the situations that are presented to you. That's not exactly great. But what do you need for the thrillers? Excuse me? What do you need for the thrillers? Yeah, okay. Okay. Then next point, manipulability. So we currently have a president in the United States is called Donald Trump, and he thinks that global warming and the effect that warmer water and colder air generate storms, which is currently happening in Florida, is a Chinese conspiracy theory. It's a Chinese conspiracy theory to gain economic advantage. So how could that happen? That could happen because in the social networks, these guys have psychograms, they have mobs, they have all kinds of social functions, nudging, psychological effects. So here you go. Artificial intelligence plus big data, here you have the effect. Next aspect, blackmailability, which means the decisions that, or the things in your life that you might not want to disclose to others, that become a secret arsenal. And the last aspect, to comply with the time frame, is controllability. So the question is, how can we ensure that humans control the machines and not machines control humans? And so we will need understanding, we will need rights of transparency, we will need right to choose, and we might need rights to control. Actually, we have time to develop after. Je vous ramène 25 ans en arrière. J'étais directeur de sécurité des Nations Unies à Genève, et quelqu'un qui s'appelle Tim Berners-Lee a une idée extraordinaire de créer les World Wide Web, qui était basé simplement sur un principe scientifique de connecter les ARPANET, système militaire américain, étendu dans l'Internet, par Big Surf, sur une façon de collaboration rapide. L'objectif, c'est de passer des données entre les ordinateurs très rapidement. Le web est né à Genève. Moi, j'étais le deuxième site au monde. C'était le site des Nations Unies. C'est moi et mon équipe qui en a créé ce site. Et on a vu tout de suite là, et ça fait 25 ans, un énorme problème qui allait devenir les problèmes uniques qu'on a actuellement. C'est pas les AI, c'est pas les hackers, c'est simplement que les web, c'est un réseau des ordinateurs. L'être humain, il n'a été pas conceptualisé à la naissance du web. Le web, c'est pas un réseau de personnes. En étant un réseau des ordinateurs, qu'est-ce qui se passe? La personne, il a perdu son identité. Le web ne nous reconnaît pas comme personne. On n'existait pas dans le web. On nous reconnaît notre mobile, ou notre smart car, ou notre ordinateur qui est entre nous et le web. Mais nous, comme personne, on n'est pas reconnus. Alors les conséquences de ça, c'est que tout de suite, des gens très malins, ils ont vu l'opportunité. Ils ont dit, puisque le web, il ne reconnaît pas la personne, parce que mathématiquement, cette personne, ça n'existait pas dans le web, faisons la personne les produits du web. Toutes les compagnies actuellement, et ça représente une industrie de 1000 milliards de dollars, monétisent la personne. On est devenus les produits du web. L'évolution après de l'intelligence artificielle, les blockchains, c'est simplement une extrapolation de ces modèles. Ça veut dire qu'on continue à investir
encore plus, pour pouvoir encore plus monétiser la personne, parce que la valeur c'est dans la personne. On est, quand on dit Facebook c'est gratuit, non, nous on est les objets de Facebook. Facebook il n'a pas des produits, Facebook nous vend à nous. Nos données personnelles, ça est devenu les produits de Facebook, les produits de Google, les produits d'American Online, les produits d'Amazon, les produits d'une industrie qui aujourd'hui est devenue gigantesque, qui a payé pas un centime pour le développement du web. Ils ont simplement jusqu'à maintenant pris au maximum les potentiels de web, ils se sont enrichis. Et ils ont développé une machine de guerre extraordinaire pour éviter que n'importe quelle personne au monde puisse essayer de ramener la personne dans le web. C'est pour ça que quand on m'a dit c'est sommet, c'est sur Human, je suis tout de suite venu. Je suis le fondateur de WiseKey. C'est une compagnie de cybersécurité suisse listée dans la bourse suisse. Je suis aussi le directeur de cybersécurité du World Economic Forum. Et jamais on a vraiment parlé de la chose comme on doit parler. Mettons la personne dans le web. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Et là, on revient à les algorithmes. Quand je vais créer WiseKey, je vais essayer de le faire à l'intérieur des Nations Unies. Je crée le départ des WiseKey, qui va s'appeler World Internet Security. C'est un projet unicien à Genève. Et j'étais complètement arrêté par les pouvoirs qui dirigent les Nations Unies, que ce sont les pays qui ne veulent surtout pas que les Nations Unies puissent devenir un organisme qui puisse donner quoi qu'il se soit à un niveau opérationnel à quelque chose qui s'appelle maintenant l'Internet. L'Internet a été mélangé, l'Internet aujourd'hui définit les web, qui est le logiciel, les ARPANET, qui est le hardware, et aussi bien sûr tous les autres composants qui sont ajoutés. Alors, moi j'ai créé une compagnie, et je crée un cryptage suisse, qui rentre en compétition avec tous les autres clés cryptographiques. Il y en a 6 ou 7 au monde actuellement. Tous les autres sont américaines. RSA, VeriSign, Symantec, Entrust. Ce sont des clés qui sont les ground zero de l'Internet. Si vous n'avez pas contrôle de ces clés, il y a quelqu'un qui a la clé pour vous. Ça veut dire que la clé de votre maison vous a été prêtée, mais ça ne vous appartient pas à vous. Nous, on a créé ça. Aujourd'hui, la clé cryptographique de WiseKey a été installée en 2,6 milliards d'ordinateurs, objets, cartes de crédit. Et nous, on donne la clé des bases à la personne. Alors notre vision était très simple, c'est que l'identité digitale d'une personne, on ne peut pas la compromettre. L'identité digitale, c'est équivalent au certificat de naissance. Si on est, on a un certificat de naissance, on n'a pas besoin de les négocier, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour ouvrir un compte bancaire, on n'a pas besoin d'avoir une nationalité pour avoir un passeport. La base de toute identification humaine, c'est notre certificat de naissance. Et les droits fondamentaux, et c'est un droit de l'homme reconnu par les droits de l'homme des Nations Unies, c'est l'anonymat. Moi, je peux faire qu'est-ce que je veux avec mon identité. J'étais, ça fait 3 semaines en Inde, en train de parler avec le gouvernement indien, et j'étais très, très actif dans cette démarche. L'Inde vient, avec un pays avec 1,3 milliard de personnes, vient de voter dans le département de justice de l'Inde l'initiative de que toute personne en Inde ait le droit à la privacy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, c'est gigantesque, un pays aujourd'hui comme l'Inde qui prend l'avant de tous les autres pays. L'unique autre pays qui a pris une décision pareille, c'est la Communauté économique européenne, ça fait 2 ans. Ça veut dire qu'on commence à comprendre que l'être humain, il ne peut pas devenir un produit et que cette privacy doit être défendue. Et la technologie existe, ce n'est pas un problème technologique, ça existe, ça a existé. Des compagnies comme WiseKey, c'est un exemple, il y en a des autres qui vont se lancer parce que pour première fois dans l'histoire, l'argent, ça ne va pas être en vendant la personne à l'Internet, mais en lui donnant à la personne la liberté de l'Internet. Merci Carlos, merci, on peut l'applaudir aussi. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de ma fille. Elle a 7 ans, elle s'appelle Zialou, elle est magnifique. C'est le meilleur de moi, ma plus grande réussite avec mes 3 autres enfants. Et ma fille est arrivée chez moi il y a de cela quelques jours avec une nouvelle tirelire. Elle était si fière, à 7 ans, elle avait une tirelire électronique qu'il fallait que j'installe. Et elle avait aussi une carte Maestro, où on pouvait mettre jusqu'à 20 francs. Et donc je déballe cette tirelire qu'une grande banque suisse avait développée et qu'elle offrait à ses clients. Et je me rends compte du fait que cette tirelire, en fait, elle fait rêver. C'est génial.
Ce matin, c'est la tirelire de ma fille qui l'a réveillée. Ensuite, je dois la connecter au Wi-Fi. Je commence à télécharger l'application de cette banque. Et je me rends compte du fait qu'il n'y a aucune information sur la protection des données personnelles de ma fille. Je m'en ouvre à ma femme, qui me dit que, comme d'habitude, je suis psychorigide par rapport à cette protection des données, et qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il suffira de désactiver cette tirelire pour réveiller ma fille, et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisqu'en réalité, elle va apprendre à épargner, et que chaque franc qu'elle mettra dans cette tirelire, évidemment, sera immédiatement indiqué à cet établissement bancaire. Le big data, c'est ça. C'est exactement ça. C'est cette petite fille qui vient avec un objet qui lui convient parfaitement, une jolie couleur, une belle exécution. C'est quelque chose qui la valorise. Elle a une carte, vous imaginez une carte bancaire. Elle est entrée dans un nouveau monde, ma fille. Et elle calcule chaque jour ce qu'elle pourrait acheter avec la carte. Eh bien, si vous voulez, quelque part, ça peut être utile, parce qu'en réalité, elle va effectivement apprendre à faire un budget, même si je trouve que c'est un peu jeune. Mais d'un autre côté, ce manque de transparence dans ce qu'on va faire de toutes ces données qui figurent en fait maintenant sur le site de cette banque suisse, ce manque de transparence m'inquiète beaucoup. Et tout est souvent en matière de big data une question de point d'équilibre. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'on va faire des données de ma fille. Parce que peut-être que je consentirai à les partager avec ces gens, parce que je suis quand même le représentant légal. Donc, légalement, ce que fait cette banque est pour le moins critiquable, si ce n'est clairement illicite, puisque je n'ai pas donné mon consentement du tout à la transmission de données par un réseau Wi-Fi domestique à cette banque. Mais enfin, toujours est-il que cette finalité, pour moi, pourrait s'avérer intéressante si elle ne s'avérait que positive dans le développement des connaissances de mes enfants. Il peut y avoir du big data intéressant. Je vous donne un exemple. On en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que les accidents de voiture ne vont bientôt plus être l'apanage des tribunaux et des policiers, mais uniquement soit d'intelligence artificielle, soit de logiciels qui sont conçus pour ce faire, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de régler un accident de voiture. Je percute la voiture de Nicolas, j'ai signé un consentement auprès de mon assureur, auprès des autorités, on télécharge les données de nos deux véhicules, on va voir qui a tardé à freiner, qui s'est mal comporté. Pour peu que vous ayez une Citroën, vous avez encore une caméra embarquée qui verra ce que vous faisiez au moment du choc. Et donc, l'arbitrage de l'accident va se passer ailleurs. On va se revoir dans 2 mois, on boira un café, puis on se dira lequel de nous deux paye plus cher son assurance. Et cette affaire sera réglée. Donc, ça peut avoir du positif en ce sens que nous pouvons, si vous voulez, nous épargner des démarches qui ne sont pas forcément les plus agréables lorsqu'on a déjà un accident. On peut être énervé, on peut être sous le coup d'émotion, ça peut être quelque chose de difficile à vivre pour les gens. Donc ça me paraît aussi important de relever qu'il y a un aspect positif. Et puis, ce qui m'importe, si vous voulez, moi comme responsable de la protection des données, c'est cette possibilité qui a été évoquée, droit à l'oubli. Moi j'appelle ça le droit à l'imperfection. Et je vais vous donner un exemple très simple. Allez voir mon compte Instagram, il s'appelle Sébastien Fouti. Un jour, j'étais dans une salle et j'avais le représentant de mon assureur dans la salle. Et je lui disais, vous voyez, si j'étais mon assureur, je ne m'assurerais jamais. Tout le monde me regarde en me disant, pourquoi j'ai dit ? Parce que je suis trop grave, je dors peu, je manque d'exercice, je voyage beaucoup, je suis un mauvais risque. Ça veut dire que mon assureur a résilié ma police, et je vous assure que c'est vrai. Et quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi il avait résilié ma police, pas la police obligatoire, mais la police surobligatoire en Suisse, et que je lui ai dit, est-ce que c'est à cause de mon rythme de vie ? Il a souri. Ce qui, pour moi, équivalait à un acquiescement. Donc, en réalité, c'est ça, le problème du big data. C'est que si vous êtes en capacité de déterminer sur la base de ce que je partage avec vous, que je représente un mauvais risque en termes de maladie, de santé publique, et que vous ne m'assurez plus, je ne suis pas d'accord. La limite, pour moi, est franchie. Et ce droit à l'imperfection, ça équivaut, somme toute, à un droit à l'humanité. Parce que les gens ne naissent pas égaux devant la maladie, ne naissent pas égaux en fonction d'une intelligence qu'ils n'ont pas choisie, et nous ne pouvons pas aujourd'hui, sur la base d'algorithmes et d'une intelligence artificielle, définir des critères, aller vers une prédictibilité exponentielle de tout ce qui peut survenir. Il doit rester le hasard, le destin, certains diront Dieu, qui doit déterminer l'issue soit d'une situation, soit la vie de quelqu'un, parce que, comme je l'explique à chaque fois, si j'ai décidé de me faire opérer par un homme, alors que je sais que le robot sera meilleur, et que je préfère mourir dans les bras d'un homme, ça doit rester mon choix. Je ne dois pas avoir un assureur qui m'impose, sur la base d'un risque que je représente et qui est purement économique pour lui, je ne dois pas laisser cet assureur être
capable de décider pour moi. Et vous savez, c'est passé totalement inaperçu en Suisse, et les assureurs ont obtenu la possibilité d'avoir le diagnostic à l'entrée à l'hôpital dans le canton de Berne. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez à l'hôpital, vous avez un accident de circulation, vous êtes entre la vie et la mort. Celui qui saura ce qu'il va advenir de vous sur cette terre, ce n'est pas votre femme, ce ne sont pas vos enfants, c'est votre assureur. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je milite pour un certain nombre de choses. Les choses que j'exige en matière de big data, c'est tout d'abord une transparence totale sur ce qu'on fait de mes données. Ensuite, le consentement, c'est, si vous voulez, un élément qui me paraît totalement suranné, dépassé. Parce que si je donne le consentement à quelqu'un aujourd'hui, dans 5 ans, il va réutiliser mes données pour autre chose. Donc le consentement doit être réinventé. Il doit devenir dynamique. On doit pouvoir interagir avec les données qui nous concernent, qui sont notre propriété, de manière dynamique en disant « je suis d'accord pour participer à une étude sur le surpoids, puisque je suis en surpoids ». Et je pourrais le faire dans 5 ans, pas forcément aujourd'hui, parce que peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas encore en surpoids. Et donc ce consentement dynamique doit être introduit, et il doit être aussi inventé. On travaille ici en Suisse à un consentement général sur les biobanques, avec des médecins, avec des économistes, avec des juristes. C'est très difficile de faire cohabiter les opinions de chacun. Vous l'avez vu ce matin, parce qu'on vient de mondes différents, on parle d'une langue différente, il faudra qu'on trouve quelque chose. Alors pour moi, la seule chose qui est importante aujourd'hui, c'est qu'il est urgent d'agir sur le plan international. Nous laissons le big data prospérer sans règles dans certains pays comme la Suisse. Cela n'est pas acceptable. On ne peut pas laisser l'industrie définir des standards sans interagir rapidement. Et vous ne savez pas, et je ne sais pas ce qu'ils font de mes données. Parce qu'en fait, c'est ça, tout le dilemme de ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'on est en train de réfléchir à quelque chose dont on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Alors Sébastien, on va lancer le débat. Merci beaucoup pour la présentation. On va parler plus avec Nicolas, le regard du théologien et du prêtre sur tout ce qui s'est dit. J'ai eu beaucoup de choses abordées par Gilles, Carlos, Sébastien. Passionnant de la part de spécialistes. J'ai toujours un sentiment un petit peu d'imposture quand je discute de gens si de importants que ça dans la pratique du big data. Moi, je suis comme produit du big data utilisé par le net pour soutirer des choses. Alors je fais quand même attention, je suis assez prudent dans la façon dont je publie mes choses, mon compte Facebook et tout ça. Voilà. Quelques réflexions peut-être que suggère cela. Vous savez, Hésiode nous disait dans ce mythe de Prométhée, on a beaucoup voulu au pauvre Prométhée parce qu'il a été titillé des dieux. Je pense que la première grande erreur qu'a fait Prométhée, c'est de déléguer la compétence qu'il avait reçue à son frère Épiméthée. C'est ça le premier drame, c'est qu'il a laissé faire un autre ce que lui était en charge de faire. Donc, la première chose, c'est une sorte Juste rappelle-vous, il était censé faire quoi? Alors, il était chargé de distribuer les biens que Dieu lui avait donnés et de les partager entre toutes les créatures de la terre. Et il a dit, moi je suis un peu flemmard, je reste dans mon hamac, je replie, et je vais laisser mon frère Épiméthée prendre en main cette mission de distribuer les biens que Dieu m'a confiés. Et son frère, gentil garçon, alors bonne volonté, très sympathique, tout à fait plein de générosité, distribue les biens. Et quand il arrive au dernier être à qui il distribue des biens, c'était l'être humain. Il n'y avait plus rien dans son panier, il avait déjà tout distribué. Et donc, le vrai drame, c'est la déresponsabilisation de Prométhée. Et Épiméthée, c'est celui qui agit avant de réfléchir. Vous voyez, c'est son nom. Il agit avant de réfléchir. Et donc, je crois que ces deux drames se retrouvent très profondément dans ces questions-là. Dans cette idée de dire que finalement, il y a une sorte de déresponsabilisation ou de transfert de la responsabilité à des personnes qui ne réfléchissent pas parce qu'ils ont reçu une mission et qui l'accomplissent sans vraiment penser ce qu'ils ont à faire. Alors ensuite, Prométhée essaye de réparer les pots cassés, et puis il faut quand même que Dieu intervienne pour dire, écoutez, il y a deux choses quand même, c'est la sagesse et la pudeur, ou la politique et la pudeur, ou la prudence et la pudeur, qui permet les relations entre les hommes et finalement la gestion du bien commun. Alors, quand Zeus dit qu'il va falloir gérer cette chose-là, il va dire, est-ce qu'on distribue ça de manière sélective? Non, il faut donner ça à tous les hommes, parce que chaque homme aura besoin de ce don-là. Donc je crois qu'il y a derrière ces grandes questions, une question de réflexion, une anticipation, une responsabilisation. On en vient de nouveau devant le gigantisme de ces questions à la responsabilité personnelle. Il y a des acteurs chaque fois, il y a des personnes chaque fois. Et on ne pourra pas se déresponsabiliser. Donc il y a un travail éducatif fondamental à faire sur la responsabilisation des personnes. Je crois que la mondialisation, de manière assez paradoxale, nous ramène à chaque personne humaine, alors qu'on
on sait modéliser les choses auparavant et réussir à tout mettre dans des systèmes, et bien aujourd'hui, la complexité des situations nous empêche de modéliser, en tout cas de manière crédible et cohérente, et qu'on est renvoyé vraiment à la responsabilité des personnes, et au courage des personnes aussi. Solzhenitsyn avait bien montré, en quelque sorte, le drame de la perte du courage de l'Occident. C'est la première chose qui l'a choqué, quittant les goulags et venant, je crois que c'était à Dallas la première fois qu'il a fait cette réflexion, disant, mais voilà, il manque complètement le courage en Occident. Vous n'avez plus le courage de vous engager, vous investir dans les grands débats, les grandes responsabilités qui sont celles de votre humanité. Donc c'est la première chose que je voulais relever. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire très attention avec la technique. Et Günther Anders avait bien montré, c'était à l'époque sur la question de la télévision, mais on peut l'appliquer aussi aujourd'hui à toutes ces sciences et peut-être encore plus. La technique n'est pas neutre. Elle porte en elle-même une certaine logique, une certaine façon de faire. Elle emporte en même temps notre liberté, qu'on le veuille ou non. Et donc, cette idée de distinguer la technique en disant elle est neutre et il appartient de savoir ce que j'en fais, n'est pas possible d'un point de vue existentiel. La technique porte une logique, entraîne les personnes vers un certain mode de comportement, vers certaines attitudes. Le big data intervient directement là-dedans. On a dit qu'il y avait deux aspects, la collecte des données et aussi l'utilisation de ces données. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec le big data, on en arrive à un mélange dans quelque chose qu'on avait défini de manière juste ou fausse, peu importe, mais entre les sciences dures et les sciences molles. Les sciences dures étant les sciences rationnelles, techniques, les sciences molles étant toutes les sciences humaines, sociologie y compris. Or, il y a un complexe des représentants des sciences mortes. Gaston Bachelard avait dit il faut distinguer la rigueur avec laquelle on applique une science et les résultats qu'on peut avoir de cette science qui peuvent être, eux, plus aléatoires suivant les techniques utilisées, en physique ou en sociologie. Mais aujourd'hui, on aimerait faire de ces sciences humaines des sciences dures. Grâce au big data, avant, on faisait une thèse de sociologie, avant c'était 300 personnes interrogées, on écrivait 300 pages là-dessus, on arrivait à des conclusions générales. Aujourd'hui, avec le big data, on arrive à avoir des données extrêmement précises et à avoir des modèles de comportement extrêmement ciselés, si j'ose dire, qui permettent véritablement de définir des comportements et donc de les manipuler par la suite. J'ai vu beaucoup Carlos remuer quand tu parlais de responsabilité et de courage. J'imagine que vous avez envie de répondre à Nicolas sur ce thème-là, Carlos. Je suis c'est parfaitement... important là, ce qu'il dit Nicolas. Tout à fait. Il y avait une proposition pour rebondir sur ce qu'il dit. On a une référence spirituelle pour un problème qui est actuellement un problème humain. Les big data, les noms déjà il est faux, c'est pas big data, c'est big human data. La unique chose qu'il y a dans les big data, c'est vous. Et ils ont pris tout. Ce sont des gosses actuellement qui n'ont aucune responsabilité, des gamins de 25 ans qui font des trucs super addictifs avec l'unique objectif de vous prendre les données parce que ces données ont une valeur énorme. Les compagnies, quand Facebook avait acheté WhatsApp pour 16 milliards de dollars, WhatsApp il avait 400 millions de downloads, il avait 1 million de chiffres d'affaires. Ça veut dire que chaque download de WhatsApp, c'était 400 dollars valeur. Alors combien des apps vous avez dans votre mobile? Combien de fois vous avez downloadé des trucs que vous n'avez jamais utilisés? Combien si je vous fais un test ici de comment est-ce que vous avez mis votre security process dans votre téléphone, vous allez avoir peur de la quantité de données que vous êtes en train d'envoyer real time à toute cette industrie qui a été créée. Alors la responsabilisation doit partir sur le fait que les pays, je félicite la communauté économique européenne qui commence à prendre des actions du type Facebook payait 2 milliards et Google payait 20 milliards, parce qu'on commence à se rendre compte que cette transfert des responsabilités ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, il y en a des sociétés qui font cette opération d'une façon volontaire, simplement pour satisfaire les intérêts des actionnaires de ces sociétés. Ça doit finir. Moi j'ai une question pour Gilles et pour Andy. J'ai besoin d'être rassuré un peu là, Gilles. Est-ce que Google a vraiment les moyens, et c'est une question que tu poses dans ton livre, d'imposer une situation de monopole à l'égard des données? Est-ce qu'il en a le projet? Et puis la deuxième question, à qui peut-on faire confiance pour défendre la liberté individuelle? Vous avez 2 minutes. Alors, juste pour animer le débat, j'ai envie d'exprimer une voix un petit peu différente. C'est-à-dire que je crois que
D'abord, il faut rappeler que c'est Facebook et Google qu'on est tous en train de décrire, on les utilise tous sans cesse, et qu'ils ont des externalités positives. Je crois qu'on ne peut pas le nier, c'est-à-dire que Google nous permet d'accéder à des sommes de connaissances qu'on n'aurait jamais rêvé pouvoir atteindre, et ça a certainement des incidences positives dans beaucoup de champs. Et il faut le rappeler. Je crois que c'est indispensable de le rappeler. Mais tu avais dit que tu ne serais pas manichéen, donc c'est bien de le rappeler. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment maîtriser les données? Est-ce qu'ils ont des projets? Mais ça, les sucres, et c'est mauvais pour la santé. Je pense que ces discours-là, c'est celui-là qu'on doit arrêter. Si on continue à dire que Facebook c'est bien pour tout le monde, on va continuer à l'utiliser. Il faut que là, il y ait une responsabilité d'experts d'expliquer pourquoi Facebook, Twitter et tous ces LinkedIn et autres sont en train de violer notre privacy. Et je pense par ailleurs qu'il faut séparer les problèmes. C'est-à-dire que les enjeux de fiscalité à l'égard de Facebook ne sont pas les mêmes que les enjeux de données. C'est-à-dire que la virtualisation de l'information permet effectivement de ramener des profits de façon très transparente, très opaque, sans qu'il y ait contrôle des États là-dessus, mais c'est un problème qui, me semble-t-il, est de nature différente de celui de la donnée, et ça doit être rappelé parce que, après, c'est difficile d'en débattre. Maintenant, est-ce que Facebook ou Google peuvent dominer réellement cet univers de la donnée? Alors, je vais vous surprendre, j'ai tendance à penser que non, et je crois que l'une des caractéristiques du monde qui vient, c'est que les cycles d'innovation se resserrent de façon extrêmement forte. Pourquoi? Parce que l'innovation est globalisée du fait de l'Internet, justement. Et de ce fait, un acteur qui est dominant à un instant n'a pas la garantie de le rester. La raison pour laquelle on voit un acteur comme Google, ou même Facebook d'ailleurs, investir dans des univers nouveaux sans cesse, c'est qu'ils savent très bien que le search tel qu'il existe aujourd'hui est condamné. C'est-à-dire qu'on doit aller vers un search sémantique et qu'il n'est absolument pas garanti que Google maîtrise ce search à moyen terme. Il y a tout un tas d'acteurs qui apparaissent et qui sont extrêmement puissants dans ce domaine, en particulier en Chine. Et si vous regardez la part de marché de Google sur le nombre d'internautes actifs dans le monde, elle a simplement été divisée par 2 en l'espace de 8 ans. Andy, vous voulez intervenir? I think there's one aspect that could be clarified a little stronger, and that is that, of course, data is power. And what we see here right now is a depowering of all kinds of European, Asian governments and companies. Because for some funny accident, the companies collecting all this data are in US jurisdiction, and due to the acts after September 11th in the United States, the US government has access to all that data, and of course they use it. So, I'm sorry, the need to use it. More. Okay, I'm sorry. So, I mean, today if we talk about cloud computing, it's obviously, there's no cloud computing, there's other people's computers. And if we're talking about social networks, there's still no social networks. There's human beings using technology that is simulating maybe specific circumstances of interaction to gather data and to monetize that data. And the so-called disruptive elements of the economy, that's guys who want to take the revenue to another place, and that's their pocket. So I think we have to be very clear what's going on here. And I mean, yes, there's some advantages, and of course, we all like the advantages of that technology, but we have to analyze and understand what's going on. And I think it's fair to say that the Chinese government is the only one on this planet who saw this strategically in advance what was happening and were able to prevent to become a digital colony of that one jurisdiction. Yeah. Carlos, Sébastien, après. Carlos. Je suis tout à fait d'accord. Ce point, c'est très important. La chose qui est en train d'arriver, c'est que l'Internet est en train de devenir un intranet. La Chine est déjà sortie de l'Internet. Toutes les compagnies chinoises qui sont plus d'1 milliard de dollars de valorisation, ce sont des compagnies qui sont déjà sorties de l'Internet. D'ailleurs, la Russie sont en train de sortir de l'Internet. Je suis en train de faire un projet en Argentine. Le gouvernement latino-américain veut sortir de l'Internet. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte actuellement qu'ils ne profitent rien du tout de cet Internet qui est complètement décentralisé. Alors, il y a un paradigm shift qui est en train de se faire actuellement, c'est sous le blockchain. Blockchain, c'est l'espoir de l'Internet, dans la mesure que c'est complètement décentralisé. Il y a peu de big data dans le blockchain. Il y a un ledger dans lequel on stocke
l'information qui devient la preuve que cette information elle est immuable, les personnes peuvent la modifier et tout le monde doit la truster. Le blockchain a quand même un problème énorme que pour le moment on n'a pas résolu, c'est qui est derrière le blockchain. On ne connaît pas les clés cryptographiques de le blockchain. Alors, les données confiance illimitée au blockchain actuellement, c'est pas possible non plus. Mais aujourd'hui, quand même, on est dans une situation drastique. L'unique pays au monde qui a vu la chose, c'est la Chine. La Chine a créé des sociétés qui vaut autant aujourd'hui que Facebook, pas par une question d'innovation, c'était pas parce qu'ils avaient des meilleures technologies que Facebook, c'est simplement qu'ils avaient 1,3 milliard de personnes tout de suite pour mettre dans cette société, presque à la force, pour monter la valorisation de cette société. Et la façon de faire ça actuellement, il est très simple. On a tous une chose qui s'appelle les PII, Personal Identification. Ça c'est à nous, c'est un algorithme, ça fait partie de l'algorithme mathématique. Les PII, si on les décapsule de l'information, je peux parfaitement laisser tout le monde savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, et ça, n'importe qui peut le faire, mais je ne veux pas qu'ils sachent qui je suis. Et qui je suis, c'est privé, et c'est simplement sur le consentement de la personne. Mathématiquement, ça c'est très facile à faire. Alors, toi qui te posais à la protection des données, là. Qui pour nous protéger, qui pour protéger notre liberté individuelle? Alors, d'abord nous, parce que nous sommes tous les embryons du big data, il faut le dire, et nous sommes responsables de ce que nous faisons. Mais on est face à un hold-up, le plus grand hold-up de l'histoire, parce qu'en réalité, en ayant obtenu un consentement vicié, en ne nous ayant pas expliqué tout ce qu'on allait faire de ces données, on a réussi à collecter. Et c'est une bataille économique et politique pour la suprématie du monde et de la connaissance grâce à nos data. Et jusqu'à présent, cette bataille, elle était gagnée par les États-Unis notamment, mais l'Europe s'est rebellée et a adopté un règlement sur la protection de données qui entrera en vigueur l'année prochaine et qui va tenter de rétablir ce qu'on appelle l'habeas corpus numérique, c'est-à-dire ce à quoi on tient et qu'il ne faut pas absolument mettre dans les mains de tous ces gens qui ne veulent faire que du profit de vos données. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Et j'espère que les sanctions seront absolument importantes et dissuasives. Pour vous donner un exemple, ici dans notre petit canton du Valais, nous parlons actuellement avec Apple, avec le chef de la protection des données mondiale d'Apple, qui est déjà venu en Suisse. Et lorsqu'on discute, parce qu'il faut essayer de trouver des points d'équilibre, on ne parle pas le même langage. Et on leur dit maintenant, venez en Europe, relocalisez vos données, permettez-nous de venir voir ce que vous avez sur vos ordinateurs en Irlande et on vous laissera entrer dans nos écoles. Personnellement, je suis absolument opposé à toute installation de ce type de logiciel chez nos enfants. Je me battrai, on fera des procès, on les gagnera ou on les perdra. Mais il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, notre sort se joue aux États-Unis, puisque la Cour suprême va devoir décider du fait de savoir si les entreprises américaines doivent remettre, notamment à leur gouvernement, toutes les données des citoyens qui ont été collectées ailleurs dans le monde. Et ça, c'est une bataille qui est extrêmement importante. Gilles, d'accord ou pas d'accord? Partiellement d'accord, mais je voudrais vous donner un point qui met quand même un relief singulier sur cette affaire. C'est-à-dire qu'on nous explique que les États-Unis, et je crois que vous êtes plusieurs à énoncer cette idée, ont mis en place une stratégie, je crois, pernicieuse pour capter les données. La réalité, c'est que moi, j'ai participé à l'élaboration du GDPR, le Règlement européen des données, et une chose qui m'a surprise, c'est qu'il y a dans le GDPR un aspect qui concerne le droit de retrait, c'est-à-dire la possibilité que vous aurez tous à partir du milieu de l'année prochaine, de pouvoir reprendre vos données de Facebook, de toutes ces plateformes, si vous le désirez, de façon extrêmement simple. Eh bien, à ma surprise, lors des négociations, et notamment des échanges que nous avons eus avec les représentants de ces grandes entreprises, ceux qui sont le plus opposés au GDPR, ce ne sont pas les GAFA. Les GAFA étaient favorables au GDPR, et je crois qu'il faut le dire, et les entreprises qui sont le plus opposées, ce sont Vodafone, Orange et quelques autres entreprises européennes. Donc je crois que c'est, encore une fois, c'est plus complexe que ça en a l'air, et je ne suis pas de ceux qui adoptent une posture manichéenne, anti-atlantiste à cet égard, même si je pense que très souvent, du fait de notre faible compréhension de ces sujets, je l'ai vu dans le cadre du Data Shield Agreement, il y a un petit avantage qui est laissé à ceux qui ont une littératie digitale
en particulier les Américains. Gilles, Carlos Moreira Mais- à l'attaque. Non, c'est même pas l'attaque. Je pense qu'on est toujours en train de confondre un point essentiel. Quand on parle des États-Unis, je ne parle pas de la population américaine. Moi, je donne une conférence lundi à New York, avec le World Economic Forum, dans laquelle on va parler des US privacy, parce que tous les Américains sont en train actuellement de demander à leur gouvernement la même chose que l'on est en train de demander ici. Ils sont en train il a quelque chose qui va sortir dans les prochaines années, ça s'appelle the National Strategy for Trusted Identity in Cyberspace. Et ça veut dire que tout Américain, il aurait une identité digitale. Les Américains s'identifient avec son Social Security Number. Ils n'ont rien, eux, ça n'existait pas de l'Internet. Ils sont même pas, nous, à la limite, on a une carte d'identité nationale, avec chip ou pas de chip, mais on a quand même quelque chose qui nous permet de nous identifier. Eux, ils n'ont pas ça. Alors, les citoyens américains sont les premiers à demander à leur gouvernement de prendre des décisions beaucoup plus mûres par rapport au respect de la privacy de ces Américains. Et ça, c'est une tendance mondiale. Actuellement, on est en train d'ajouter à cet Internet qui est complètement, cet Internet que je vais priver, ça fait quelques minutes, on est en train d'ajouter 20 milliards d'objets. 20 milliards d'objets, 1 trillion objects pour l'année 2050. Je viens d'acheter une compagnie française qui fait des microchips, Inside Secure. Et là, on est en train de voir que ces microchips qu'on est en train de mettre partout sont totalement en sécurité. Ils sont en train non simplement on est en train de prendre des données des personnes, mais maintenant aussi, ici, maintenant, on arrive à savoir qui est là, qui parle avec qui est assis avec quoi, tout ça parce que votre téléphone est en train de transmettre ce type de données. Alors il faut prendre des décisions très sérieuses et la bonne nouvelle c'est que tout le monde est d'accord de le faire. La chose qui nous manque c'est pas les what mais c'est les how to do it. On doit passer à la phase de dire voilà ici sont les conseils qu'on vous donne et ça peut sortir des conférences comme celle-là ici dans laquelle on a une proposition mûre signée par des spécialistes à niveau mondial de dire voilà ça c'est notre vision pour les futurs parce que nos enfants sont là, ils vont devoir vivre avec ça. Andy voulait intervenir. Yes, I think the only missing aspect is that you cannot fight the evil or the problems by just regulatory measures. Europe has to overcome the phase of understanding and analyzing the problem and also provide some own decentralized solution. So where's our decentral social networks, where's our decentral support of email providers that Google's don't, I mean that the companies of Europe don't all end up in Google and so on. So I think that there's quite some things to do. And I mean that's what I wanted to add also the Chinese government also they did not only block or anything, they have their own system, they built up their own system, they have quite some innovative drive out there. Due to the non-existence of those who just colonize them and see them as, you know, those who will be the slaves of their system. So, so I think it's very tricky because, of course, I'm also representing the freedom of information, and that China's always the example of, you know, censoring the world and so on. But I'm sorry, this is politically analyzing. This is very short-sighted seeing because the truth is that information dominance, as the US has called it, or the way of creating reality in your minds, censorship is not the only tool out there. If you look at the social networks, there's quite some mobs there. There's quite some attitude in the human being who wants to comply with their friends' opinions and so on. And this is a disaster what's going on out there. And I'm missing the social scientists raising the alarms and saying, wait a second, we're running here into digital fascism 3.0 or something. Alors, il nous reste 5 minutes. Moi, j'ai encore 2 questions majeures à vous poser. La première, je l'ai piquée à Gilles dans ce livre dont je vous recommande vraiment la lecture si vous voulez comprendre et penser le Big Data. Et tu poses cette question, Gilles, que je trouve vertigineuse. Tu dis, la souveraineté territoriale a-t-elle encore un sens dans un monde largement virtualisé et mondialisé? Les États vont-ils devenir des dictatures numériques? Qui me répond? Oh, Sébastien, allez, hop alors. Alors, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, puisqu'aujourd'hui, on a des difficultés qui sont extrêmement importantes. Vous avez quelqu'un qui commet un crime sur un enfant, et vous devez passer par les commissions régulatoires internationales, alors que lui aura cliqué dans un pays, et puis que le résultat sera passé dans un autre pays. Donc là, il y a une inadéquation avec le réel. Donc on doit revoir, si vous voulez, la résolution des problèmes. Quand on parlait d'10 procureurs ou 10 magistrats, les magistrats devaient pouvoir intervenir immédiatement sur le web. Ils devraient être en capacité de s'identifier,
de modérer des propos qui seraient par exemple attentatoires à l'honneur, voire même de faire appel à leurs collègues sans qu'on passe par toute cette complexification procédurale qui est totalement inutile, et puis en plus de ça qui coûte extrêmement cher, on mobilise des moyens, on utilise des canons pour aller retrouver une personne qui a diffamé quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne plus. Et ça, les États sont-ils prêts maintenant à faire le pas vers la clarification et vers la simplification? C'est très difficile parce que cette notion de souveraineté territoriale leur permet quand même de générer une partie de leur produit intérieur brut et de casser les barrières, d'être disruptifs et de créer de nouvelles solutions, de faire arbitrer mondialement par exemple des litiges sans même qu'un tribunal d'un État intervienne sous l'égide de l'ONU ou de l'OMPI ou de qui vous voulez. C'est une perte qui pour eux est une perte d'ADN. Vous aurez la plupart des partis du monde qui vont dire non, il y a un État national, nous on a encore un île national, on a un passeport, on n'est pas comme les autres, on ne veut pas. Donc là, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à maturité. Mais ça existe déjà. Attends, dans le micro, Carlos. Actuellement, il y a une bonne chose qui arrive, ça s'appelle les Industrial Internet, l'Internet industriel. Les Allemands, par exemple, en Allemagne, vous avez l'initiative poussée par le gouvernement allemand, qui s'appelle Industry 4, qui est poussée à fond par tous les constructeurs de voitures et le gouvernement pour que l'Allemagne puisse exister dans l'Internet. Quand on parle d'Internet, on croit que les pays sont dans l'Internet, mais c'est pas de tous les cas. L'Internet, à 90%, c'est dans des centres de données américains. Alors, il y a quelqu'un qui va vous dire, voilà, la boîte là, que vous voyez, bah, ça c'est la Suisse. Et ça, c'est la Suisse dans l'Internet, c'est pas la Suisse ici, c'est la Suisse dans une boîte qui se trouve dans un centre de données aux États-Unis ou bien dans un autre colocation center. Alors, l'histoire, c'est comment est-ce que moi je peux prendre ces assets qui m'appartiennent à mon pays, il les ramener dans mon pays, avec tous les données de mon pays, avec la législation de mon pays, avec la protection des citoyens de mon pays, et ça, c'est la chose à faire. À Genève, nous, on avait fait le système de votation électronique. C'est WISeKey qui avait fait l'e-voting. Les gens à Genève, depuis 12 ans, votent électroniquement tous les votes avec la technologie qui avait mis en place WISeKey en HP dès l'année 2002. Ça veut dire qu'on n'a pas été chercher un système de votation étranger, on a développé la chose. On est en train de pousser le gouvernement fédéral suisse pour lancer la carte d'identité numérique suisse. On ne l'a pas encore, on est en retard de 10 ans par rapport à tous les autres pays européens. Voilà, ce sont des décisions tout simples qu'on peut prendre pour positionner et créer cette Suisse dans l'Internet ou cette France dans l'Internet. Mais ça, c'est des politiciens, c'est des avocats, c'est des gens qui doivent développer la législation. Les techniciens vont simplement suivre. Nous, on va développer les codes nécessaires pour permettre que leur position puisse être respectée. Il nous reste 3 minutes. J'ai une dernière question qui dézoome un petit peu, mais on parle de la transition numérique, mais ce n'est pas la seule transition qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a la transition climatique, il y a la transition biologique. On va s'en sortir, les gars, ou pas? Donnez-moi de l'espoir. Alors, on va s'en sortir comment? Vivant, monter à l'égide, c'est parti. Comment s'en sortir? Alors, Carlos, il dit on va s'en sortir. Gilles, il dit quoi? On va s'en sortir. Le dernier, ce sera Nicolas, hein, pour vous. C'est des transitions qui s'articulent l'une dans l'autre. C'est-à-dire que les nouveaux modèles énergétiques qui apparaissent sont complètement imprégnés de numérique. Quand vous allez voir des grands acteurs de l'énergie, ils vous disent on doit apprendre un nouveau métier qui est le métier du numérique, et c'est à cette condition qu'on va y arriver. Si on parle de la révolution qui a lieu dans le domaine du vivant, elle est très largement à base d'algorithmie d'une façon générale. Donc j'ai tendance à penser que certes on a les panneaux solaires, on a ce genre de choses, mais que c'est quand même le moteur sous-jacent de tout ça, c'est la révolution numérique. Et je crois que ça n'a pas été dit, mais ça mérite quand même d'être affirmé, c'est qu'avoir une littératie numérique qui soit très largement partagée au niveau des populations, c'est aussi une des conditions préalables pour éviter d'avoir des dictatures numériques, d'avoir des biais dans la législation, dans les algorithmes, etc. Et je voudrais dire ça. Je rappelle que dans une plateforme qui s'appelle GitHub, qui est probablement le plus grand concentré de codeurs au monde, il y a 26 millions de comptes enregistrés et on a 3,8 milliards de travailleurs sur Terre. Donc on a une inadéquation entre les compétences générales et les compétences numériques qui est extrêmement forte et que je crois que c'est une des caractéristiques de cette révolution, c'est qu'elle n'est pas emmenée par assez de citoyens. Nicolas, vous terminez. Oui, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un aspect positif qui est là. Vraiment, le fait qu'on puisse collecter des données peut permettre une certaine prévisibilité, des anticipations, des coordinations, des analyses. Et si on en a énormément besoin dans un monde mondialisé, avec tous les problèmes écologiques,
humains qui peuvent se poser, et puis il y a la manipulation qui se met derrière. Parce qu'il y a toute une utilisation manipulatoire de ces données qui vise à orienter la consommation, à orienter les modes de comportement, à uniformiser les choses. C'est beaucoup plus facile quand même quand tout le monde consomme de la même manière ou agit de la même manière. On nous dit que finalement on veut cibler de manière personnalisée les choses, ce qui est partiellement vrai, parce que quand on clique certaines choses, on a ensuite des propositions de publicité qui correspondent un petit peu à des goûts que je pourrais avoir, mais inversement, on va essayer d'influencer aussi ces goûts-là. Et donc je pense que là, il y a quelque chose qui est très important sur la relation de la personne et la société. Ça pose une question de la relationnalité. On a parlé que ce n'était pas seulement des données comme telles, mais c'était des données humaines, que ce n'était pas une relation entre personnes, mais entre computers, alors que quand même, derrière Facebook, j'ai quand même un visage qui peut se trouver derrière, mais médiatisé par cet instrument-là. Et quand est-ce que j'ai le face-à-face, le chair à chair, si j'ose dire, aussi de la relation. Ça change complètement les choses. Et puis, l'importance de la différence entre les personnes. Ça, je crois que c'est capital. De pouvoir avoir, c'était Michel de Certeau qui disait que le monde aujourd'hui, s'il s'uniformisait, allait briser cette différence nécessaire à la relation. Et qu'est-ce qui allait être engendré par ça? Ça allait être l'égoïsme des forts, ça allait être le conformisme des faibles, et puis l'idéologie de l'utopiste. Et donc on va avoir ces trois aspects qui vont dominer la société. Et donc on voit l'importance d'un processus éducationnel là derrière, profond, pour donner aux gens d'abord l'intelligence de leur liberté, l'usage de leur liberté, et la responsabilité qui en découle. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort Sébastien Francky,